Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Des images restées dans l'histoire, c'était il y a 25 ans, place Tiananmen, les autorités chinoises réprimaient les manifestants qui réclamaient plus de liberté. Vous voyez ces images, tout le monde s'en souvient, des centaines de personnes, des étudiants ont été tués, on parle peut-être de milliers de personnes. En fait, jamais aucun bilan officiel n'a été donné. 25 ans que Pékin essaie d'effacer cette répression qui aurait peut-être pu changer le cours du destin de la Chine. Ce mercredi, eh bien, la police a quadrillé la place, les journalistes nationaux et étrangers sont interdits d'accès et le moteur de recherche Google est inutilisable. 25 ans après, où en sont les droits de l'homme en Chine, où en est la liberté d'expression? Comment expliquer que ce pays qui a ouvert son économie au monde eh bien, arrive à tenir encore sa population d'une main de fer? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Avec vous, Zhang Jiang, bonsoir. Vous êtes dissident chinois. Vous êtes une victime de Tiananmen. Vous aviez 17 ans lorsque vous avez été blessé sur cette place Tiananmen. Vous allez nous raconter dans un instant votre histoire et vous allez être traduit par Marie Holzmann qui se trouve à vos côtés, qui est présidente de Solidarité Chine. Bonsoir Marie Holzmann, qui est une association qui a été créée en 1989 à la suite donc, du massacre de Tiananmen. Et vous avez par ailleurs traduit un ouvrage qui s'appelle L'Empire des Ténèbres et c'est aux éditions Bourrin. Jean-Paul Chang, bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur de La Lettre de Chine, qui est un mensuel d'analyse et de stratégie sur la Chine. Et vous avez par ailleurs écrit la préface de cet ouvrage signé Régis Debray, Xiao Tingjiang, Du ciel à la terre, la Chine et l'Occident. Et avec nous Emmanuel Linco, bonsoir. Vous êtes sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris. On va tout de suite commencer avec vous, votre témoignage, Zhang Jiang. Vous êtes étudiant en 1989. Vous êtes sur la place Tiananmen. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe sur cette place Tiananmen le jour où vous êtes blessé? Le 4 juin de 1989 à 2 heures du matin, les étudiants étaient complètement encerclés par l'armée. Et moi, je voulais protéger les étudiants qui devaient quitter la place. Et donc, je me trouvais devant eux. Et je criais, l'armée du peuple doit aimer le peuple. Et il y a un des soldats, qui est un gradé, m'a regardé, m'a visé. Et j'ai dit, mais moi je suis juste là pour faire surveiller, protéger les étudiants. Et du coup, il m'a tiré 3 balles dans ma direction. Et l'une de ces balles s'est fichée dans un os de ma cuisse. Et j'ai été ensuite emmené sur un triporteur et j'étais entouré de 3 autres personnes. Nous étions 4 blessés. Et pendant ce transport, les 3 autres sont morts. Et quand je suis entrée dans l'hôpital, déjà, il y avait plein de blessés, de corps qui étaient allongés dans l'hôpital. Et bien sûr, certains étaient déjà morts, c'était clair. Quelles étaient vos revendications ? Nos revendications, c'était que la Chine devait ouvrir un peu, se détendre. Nous demandions que le mouvement des étudiants soit considéré comme un mouvement légitime, un mouvement patriotique et non pas des troubles sociaux. Mais le gouvernement chinois n'a jamais accepté nos revendications, n'a jamais résolu les problèmes. Et finalement, ils ont envoyé l'armée pour tuer les gens qui étaient là, et c'est comme ça qu'ils ont résolu. Comment expliquez-vous que 25 ans après, eh bien, les autorités chinoises ne veulent toujours pas parler de cette répression, qui est une telle omerta autour de ces événements ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ce massacre d'une certaine façon. Par exemple, il y a des jeunes soldats de l'époque qui aujourd'hui sont des généraux. Et puis on a fermé la porte à la démocratie et on a ouvert la porte à la corruption. Et ils ont
en gros pratiqué la kleptocratie sur toutes les entreprises d'État. Ils ont confisqué les terres des paysans. Beaucoup, la corruption a fait main basse sur de nombreuses propriétés du peuple, de l'État. Parce qu'ils ont perpétré ce massacre, maintenant les citoyens chinois n'osent pas se rebeller. Vous vivez en exil aux États-Unis depuis 2001. Vous vivez à Paris, pardonnez-moi, oui, parce qu'après on va entendre un autre dissident qui lui vit en exil à New York. Vous vivez en exil à Paris depuis 2001. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse chinoise peut se réveiller aujourd'hui à nouveau? Je vais vous expliquer pourquoi je maintiens mon témoignage depuis 25 ans. Je n'ai pas laissé tomber ce combat. Je suis allé dans de nombreux pays d'Europe. J'ai rencontré beaucoup de gens qui nous soutiennent. Mais il y a quelques jours, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont venus nous trouver, qui sont venus nous interroger. Et sur Internet, il y a plein d'internautes chinois de Chine qui viennent dialoguer avec nous. C'est très risqué pour eux. Ils peuvent se faire repérer par les autorités. Mais ils ont envie de discuter librement et partout où ils le peuvent. Je crois que si tous les Chinois pouvaient discuter librement, ils seraient tous de notre côté. Et voilà pourquoi on veut censurer l'Internet, censurer la liberté d'expression. Merci beaucoup pour votre témoignage, Zhang Jian, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup, Maria Holzmann, pour la traduction. Vous restez avec nous. Jean-Paul Chang, vous étiez aussi sur la place Tiananmen en 1989. Vous étiez alors journaliste, vous faisiez un papier pour l'Express. Quel souvenir vous gardez de cette répression? Écoutez, moi je suis arrivé effectivement le 3 juin. Nous avons discuté avant l'émission. Nous étions effectivement sur la place. Je suis resté même jusqu'au 7 juin, jusqu'à Pékin. Je pense qu'il faut séparer avec le temps, il faut séparer deux choses. Le côté émotionnel et le côté plus rationnel. Avec le temps, il faut voir ce que ça signifie finalement, objectivement, dans l'histoire de la Chine. Est-ce que ça marque la fin d'une longue période d'un certain style de vie politique en Chine ? Ou est-ce que c'est le commencement d'une nouvelle ère pour la démocratie et pour la liberté, comme les dissidents et les exilés pensent, hein, et l'Occident d'une façon générale, parce que l'Occident vous pensez que ça a quand même tourné une page à ce moment-là? Je pense que c'est et qu'il y a eu plus de démocratie à partir de là en Chine? Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que à quoi correspondent finalement les événements de juin 89? Est-ce que objectivement, ça n'a pas marqué ce qu'on peut appeler avant et après, hein, parce qu'après les 25 ans qu'on a vus, la Chine a pris une autre tournure sur le plan économique, politique, tout ça, et c'est devenu presque la deuxième puissance du monde, enfin la deuxième puissance économique du monde. Et Mais en termes de démocratie, est-ce que vous pensez qu'après ces événements, la Chine a gagné un peu en démocratie? Non, pas et en liberté publique. Pas formellement. Là-dessus, je pense que la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement de Pékin ne permet pas effectivement une discussion ouverte et publique sur cette affaire est un signe comme quoi ils n'ont pas du tout l'intention de changer de système politique. Au contraire, dans la tête des dirigeants chinois, probablement la décision qu'ils ont prise en 89 se justifie historiquement, puisqu'ils le répètent encore aujourd'hui, pour dire que finalement ils ont fait le bon choix, parce qu'autrement la Chine serait devenue, n'est-ce pas, un pays arabe avec le printemps arabe, des pays qui sont défaits comme la Yougoslavie ou d'autres pays. Donc quelque part, c'est un jugement qui est très différent suivant que c'est côté officiel ou le côté populaire. Voilà, donc il y a une divergence. Mais en tout cas, ils ont décidé à partir de 89, la politique, en tout cas officiellement, a été un peu reléguée de côté, puisqu'on a l'impression que c'est à partir de ce moment-là où ils ont dit tout c'est pour le développement, il n'y a que le développement, il n'y a que ça de vrai, etc. Donc les discussions politiques ne sont pas encouragées, à vrai dire, et bien entendu, les incidents de Tiananmen eux-mêmes, c'est un sujet qui n'est pas au premier plan.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Il y a plein de discussions. Je veux dire, même en Chine, dans la population, tout le monde en parle. Mais je veux dire, c'est vrai que je pense qu'il faut prendre... je pense que ça mérite réflexion. Voilà. Emmanuel Linco, sur ces événements 25 ans après, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul Chang? Il y a une page quand même qui s'est tournée après 1989. Assurément, moi je livrerai mon analyse en tant qu'historien, c'est-à-dire d'une manière neutre, en disant que c'est un acte évidemment fondateur, parce qu'il faut rappeler que mai-juin 1989, donc Tiananmen, est un événement en soi précurseur de l'effondrement du mur de Berlin. Précurseur également, si l'on va chercher assez loin finalement dans l'histoire, de l'effondrement du bloc soviétique aussi. Donc c'est quand même tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact de cette révolution, certes avortée, mais un impact tout à fait décisif pour le reste du monde. En même temps, il faut recontextualiser les choses et vous avez plusieurs sinologues français, notamment Michel Bonin ou Jean-Philippe Béjart, qui ont écrit un certain nombre d'ouvrages sur la question, notamment le tremblement de terre de Pékin, rappelant par là même qu'au moment des événements, nombre d'intellectuels chinois cherchaient une forme de démocratisation des institutions, mais avant toute chose, il s'agissait non pas de gommer l'héritage communiste, mais de revenir à une forme de socialisme à visage humain, pour reprendre une formule chère à Nadji pendant la Révolution hongroise de 1956. Donc c'était la velléité d'un compromis au départ entre les intellectuels et les représentants du régime. Et puis ensuite, il y a eu ce divorce, effectivement, l'usage de la manière forte, donc les répressions du 4 juin qui se sont poursuivies, et effectivement une loi du silence qui s'est instaurée depuis et qui est encouragée par l'extraordinaire croissance économique de la Chine, que l'on sait, et puis parce que c'est inhérent au système politique lui-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une logique de séparation des pouvoirs. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir tout simplement de démocratie et de liberté au sens où nous l'entendons. Jean-Paul Chang, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que... Ensuite, je donne la parole à Marie Holtzmann. Je voudrais m'expliquer simplement un tout petit peu en disant que Tiananmen, c'était le dernier soubresaut de presque de 30 ans de mouvements de foule, de lutte politique, où certains dirigeants n'hésitaient pas à manipuler un peu les masses, et notamment la jeunesse, pour régler leur compte à l'intérieur du parti. Donc, parmi les gens qui ont participé aux événements de 89, je fais la différence entre la jeunesse, qui aspire à l'idée du bonheur, comme un peu partout dans le monde, et au niveau politique, des gens qui avaient probablement d'autres pensées en tête. Il y avait des luttes de rivalité très importantes entre la vieille équipe de Deng Xiaoping, qui ne voulait pas lâcher et qui était soutenue par probablement des partisans conservateurs, entre guillemets, et puis le secrétaire du parti, qui s'appelle Zhao Ziyang à l'époque, qui a des partisans qui, eux, sont impatients de prendre le pouvoir à l'intérieur du parti. Donc c'est un des éléments de l'histoire politique de cette affaire. Il y a aussi une manipulation, vous dites, finalement politique d'une partie de cette jeunesse qui a été manipulée. Je disais que les mouvements de foule, de rue, avec une espèce de surenchère, et qui remettait en question l'ordre, disons, public ou l'ordre social, c'est quelque chose qu'on a connu pendant la Révolution culturelle. La Chine est sortie de 10 ans de troubles de ce genre à l'époque, et puis même avant, dans les années 50. Et ce n'était pas la première fois que l'armée tire sur la foule ou sur la population, sauf qu'il n'y avait pas CNN, il n'y avait pas les télévisions étrangères, il n'y avait pas le voyage de Gorbatchev juste à ce moment-là. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce genre de choses, on ne l'a plus revu depuis 89. Voilà. Marie Holtzmann, que reste-t-il de cette répression 25 ans après ? C'est vrai, je suis d'accord avec mes camarades qu'il y a vraiment un avant et un après Tiananmen. Surtout la décennie des années 1980 a été une décennie de grande effervescence intellectuelle. On a traduit beaucoup d'ouvrages, on a découvert beaucoup de choses en Chine, et des intellectuels français, par exemple, comme, je sais pas, Sartre, Foucault, ont vraiment séduit la jeunesse. Foucault, en particulier, a un très, très grand impact en Chine aujourd'hui encore. Et donc, les Chinois qui voyaient leur niveau de vie monter avec les réformes économiques se disaient, bon, maintenant, on peut aller plus loin. On peut passer aux réformes politiques. Et
1989, ça a été un coup de glaciation terrible. C'est-à-dire que les réformes politiques ont été bloquées et on n'est pas sorti de cette période. Donc, les réformes économiques ont continué, mais la glaciation politique n'a pas bougé. Et on a l'impression maintenant, avec Xi Jinping, qu'il se passe des choses assez étranges. C'est-à-dire que en même temps que l'économie s'est ouverte et s'est développée. C'est ça qui est incroyable de la Chine, c'est que c'est finalement une économie qui est ouverte au monde, qui joue la carte de la mondialisation et qui finalement qui tient d'une main de fer dans le même temps ce peuple. C'est tout à fait, c'est historiquement unique, on n'a jamais vu ça. Hein, mais en même temps, donc la corruption s'est développée très très rapidement et encore plus rapidement dans les années 2000. Et en ce moment, on assiste à quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire Xi Jinping lutte avec une énergie féroce contre la corruption. On peut dire féroce parce qu'il y a d'énormes coups de filet, hein, des centaines de gens qui sont arrêtés d'un coup. Mais en même temps, il n'a pas du tout l'intention de desserrer les mailles du contrôle politique, de la censure. Et on va en parler justement. Donc on ne sait pas dans quelle direction il se dirige pour le moment. Jean-Paul Chang, vous regrettez quand même qu'aujourd'hui, les autorités chinoises, 25 ans après, parce que 25 ans, c'est quand même un grand laps de temps quand même qui s'est écoulé depuis cette répression, qu'aujourd'hui encore, je veux dire, on fait comme si elle n'avait pas existé, alors qu'on parle de centaines et de centaines de morts, des jeunes quand même qui ont été assassinés. Je vais mettre un bémol à ça. J'ai eu l'occasion de parler avec des officiels chinois et je les avais un peu interpellés sur le fait qu'il faut une discussion finalement, même sur d'un point de vue d'historien ou de sciences politiques, simplement de savoir que signifie finalement cet événement. J'ai rencontré une attitude qui n'était pas de refus, qui disait que ça va venir. Donc voilà, donc moi j'ai assez bon espoir. Oui, mais ça va venir, Jean-Paul Chang. Aujourd'hui, 25 ans après, la place Tiananmen est quadrillée, aucun journaliste n'a le droit d'y accéder, il n'y a aucun reportage. Et surtout, ce que je trouve terrifiant, c'est qu'il y a quand même un tiers de la jeunesse chinoise qui ne sait même pas ce qui s'est passé sur cette place Tiananmen il y a 25 ans, parce que tout simplement, même les parents n'osent pas, c'est ce que j'ai lu, même les parents n'osent pas raconter à leurs enfants, de peur que ceux-ci racontent à l'école, mes parents m'ont raconté la répression. Alors, est-ce que c'est exagéré, ce qu'on lit mais un tiers de la jeunesse, quand même, qui ne serait pas au courant de cette histoire sanglante. Vous vous souvenez, dans les années 60, on disait Hitler connaît pas en Allemagne. Donc, il y a des générations, comme la génération post-80, post-90, tout ça, qui ont grandi dans un contexte complètement différent, qui ont des ambitions différentes, des préoccupations différentes. Donc, moi, ça ne m'étonne pas trop. Qu'ensuite, que l'affaire de Tiananmen puisse être un élément absolument émotionnel, ineffaçable pour un certain nombre de gens qui ont participé à cet événement, c'est une chose, c'est vrai, que ceux qui ont vraiment été dedans. Donc on se rend compte, encore une fois, je dis ça, c'est le côté émotionnel. Mais c'est pas du côté émotionnel, puis c'est au-delà du côté émotionnel, c'est quand même s'inscrire dans l'histoire, c'est une répression qui n'est pas inscrite dans l'histoire chinoise. C'est vrai, mais c'était pas aussi, effectivement, c'est pas aussi, ça n'a pas, c'est quand même très concentré à Pékin. Et que c'est vrai qu'il y a eu, on a enlevé ce sujet. Le sujet de discussion a disparu pendant quelques années, de glaciation, comme disait Marie Holtzman. Donc à partir du moment où, et après, la jeune génération, effectivement, il y a une coupure avec cette histoire-là et ne s'y intéresse peut-être pas aussi autant que nous, notre âge, enfin les gens de notre âge, s'y intéressent. On va en reparler dans la seconde partie de notre débat. On parlera aussi de cette communauté internationale qui n'a pas beaucoup commémoré aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de déclarations, à part celle des États-Unis, un peu virulente. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Paul Chang. On va en parler, dans un instant. On reviendra donc sur ce triste anniversaire de la répression de la place Tiananmen dans la seconde partie du débat. À tout de suite.